Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Qu'est-ce qui nous empêche d'écrire? Est-ce la peur de ne pas trouver les mots justes ou peut-être celle de se dévoiler? Comment devient-on écrivain? Est-ce grâce à un poème murmuré dans la nuit, une phrase, une révélation ou une blessure? Peut-être qu'on peut devenir écrivain grâce à un rêve, une voix qui résonne en nous, un horizon, un désir infini. Bonjour à toutes et à tous, Terre des érudits, le podcast de l'Institut français vous présente une nouvelle saison intitulée Leçons d'écriture. Mon nom c'est Marc Sonirico et c'est avec plaisir que j'anime ces émissions. Cette saison de 3 épisodes vous invite à plonger dans l'univers intime de l'écriture, à écouter les récits de grandes voix de la littérature haïtienne. Ils dévoileront leur rencontre avec la littérature, leurs doutes, leurs illuminations et ce qui les pousse à écrire encore et toujours. Pour ce premier numéro, nous avons l'honneur d'accueillir Ketli Mars, romancière, poétesse et novelliste. Bonjour Ketli Mars. Bonjour Marc Sony, bonjour aux auditeurs et auditrices. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on remonte un peu dans le temps. Vous vous souvenez de votre tout premier rapport à l'écriture? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir écrivaine? Oui, ça c'est une question qu'au fil des ans, au fil de mes plus que 30 années d'écriture, j'ai eu l'occasion de triturer, de débattre avec moi-même. Qu'est-ce qui fait qu'on devient écrivain ou bien est-ce qu'on est déjà né écrivain? De plus en plus, moi, je reste avec le sentiment qu'on est né écrivain, qu'on est né avec cette qualité en soi. Évidemment, et tout le reste dépend du hasard. Tout le reste dépend des circonstances sur lesquelles nous n'avons pas forcément d'emprise. Mais je pense qu'on ne décide pas un jour comme ça, je veux être écrivain parce que j'aime lire, parce que j'ai une admiration immense pour des grands écrivains, parce que je trouve que la posture de grand écrivain, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement noble. On est choyé, adulé, on est lu. Et puis, je veux être comme ça. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous, qui est inné, comme on est musicien, comme on est sculpteur. Et puis, les circonstances de la vie maintenant, depuis l'enfance, vont favoriser, cette petite flamme, cette étincelle qui est en nous et qui, au fur et à mesure, je crois, va prendre de plus en plus de lumière, de chaleur, de place et jusqu'à finalement s'imposer à nous comme une évidence. Eh bien, ça c'est ma voie, ça c'est mon chemin et je vais m'y accrocher envers et contre tout. Après 30 ans d'écriture, Ketli, comment faire un roman? Comment écrire une nouvelle? Bon, et moi j'ai cette tendance à porter une idée pendant longtemps. Ça peut être quelques mois ou quelques années même. Et puis, comme aussi, ça peut être fulgurant et une circonstance quelconque, et un hasard, une rencontre, un événement dont j'ai eu vent, soit par la presse, ou bien par une conversation avec un ami ou quelque chose que j'ai lu, un souvenir qui m'est remonté et qui m'a vraiment bouleversé. Ce sont des facteurs qui ne sont pas forcément planifiés et qui s'imposent à nous et puis qui nous dit tiens mais j'aimerais prendre du temps pour parler de cela, pour mettre ça au cœur d'une histoire et voilà, entrer dans un projet de longue haleine avec cet élément-là, ce déclencheur-là comme point de départ. Et puis maintenant, il y a le reste, il y a tout le reste, parce que c'est pas le tout d'avoir une idée. Il faut aussi avoir
savoir construire. C'est comme une maison qui sort de terre. Mais au fond, il y a la fondation, cette idée-là qui est l'idée fondatrice. Et puis maintenant, il y a tout ce qui monte au fur et à mesure pour construire cette maison. D'autres éléments à ajouter. J'aime dire que c'est comme un squelette que nous construisons. Il y a la charpente, mais maintenant, il y a aussi les muscles, les veines, la chair, le sang, les organes, tout ce qu'on doit ajouter pour construire un projet final qui est beau, qui est cohérent, qui est beau, pas forcément beau d'un point de vue esthétique, mais beau par sa puissance, beau par sa tristesse, beau par, je ne sais pas, tout ce que ça peut suggérer, susciter d'émotions chez le lecteur, chez l'interlocuteur. Donc, comment écrire un roman, c'est maintenant, évidemment, avec l'expérience, avec le temps, ça devient quelque chose de naturel, mais qui n'arrête pas non plus de m'émerveiller. Et c'est ce que je dis maintenant de plus en plus souvent. Je suis tellement reconnaissante à la vie, à la nature, au divin, d'avoir mis en moi cette qualité-là qui me comble, je ne sais pas, qui m'apporte tellement de joie, tellement de satisfaction et personnelle dans la vie, et particulièrement dans le monde où nous vivons aujourd'hui, où tout autour de nous est un peu chaotique, est un peu inquiétant. Donc, avoir cet espace où l'on peut se plonger dans une écriture, se plonger dans une construction, on refait son monde à soi, on refait le monde, ou bien on dit le monde à travers le prisme de sa sensibilité, de ses émotions, de son expérience. Eh bien, c'est ça, construire un roman. J'ai conscience que tout ce que je dis là peut paraître très abstrait pour un jeune qui m'écoute et qui ne comprend pas cette démarche ou bien toute cette, cette alchimie dont je parle. Donc, ce que je peux dire plus concrètement aussi, eh bien, pour écrire, il faut se mettre à la tâche, tout simplement. Et ne pas croire qu'on va produire un succès dès le premier essai, de la première tentative, mais il faut y aller, il faut se plonger là-dedans et puis raconter un premier paragraphe, se plonger là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, on va voir que, eh bien, j'ai envie de continuer l'histoire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de ne pas m'arrêter. Je pense que c'est un peu ça aussi. Il y a certains des auteurs disent qu'ils doivent d'abord visualiser toute l'histoire avant de la commencer. D'autres préfèrent se laisser porter par l'inspiration au fil des pages. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous planifiez vos histoires ou laissez-vous les personnages vous guider? Bon, je ne peux pas contredire les auteurs qui disent qu'ils visualisent toute l'histoire au moment de la commencer. Je trouve ça un peu difficile parce que 200, 300, 400 pages d'histoire, même si on a une idée large de ce qu'on veut dire, mais chaque page est un univers, chaque page c'est un détail, chaque page c'est une lutte contre l'inconnu vers laquelle on avance dans cette histoire, vers lequel on avance dans cette histoire. Et moi, je ne suis pas particulièrement encline à, comme quoi dire, avoir un plan, à avoir un fil conducteur, un suivi. Je reste plutôt dans la spontanéité, dans l'inspiration qui peut venir à n'importe quel moment. Et je suis étonnée moi-même souvent de voir que, au fur et à mesure que j'avance dans une histoire, que les idées surgissent, que les personnages se mettent à réagir de façon plus ou moins cohérente selon la façon dont je les ai présentés, leur tempérament, leur personnalité, leur éducation, leurs expériences, et puis d'autres idées qui viennent s'imbriquer l'une dans l'autre et des fois, la veille, on n'avait pas une idée de ce tournant-là qu'on allait prendre. Et c'est vraiment cette construction-là, je trouve, qui est le miracle de l'écriture, finalement. Parce que on a beau, oui, je vais parler de tel sujet, de telle histoire, etc., mais et tout le reste, cette construction-là,
ces détails, ce paysage que l'on décrit aussi, parce que dans le roman, il n'y a pas seulement la trame narrative comme l'histoire, il y a aussi, eh bien, la vie autour, il y a le monde autour, il y a la chambre que ce personnage habite, il y a le chien dans sa cour, il y a la petite vieille qui est assise dehors, il y a tellement de choses et qui nous construisent et qui construisent ce roman au fur et à mesure que est-ce qu'on peut programmer tout ça dans un roman avant de le commencer? Non. Ce sont des facteurs qui ne dépendent pas de nous et qui donnent à chaque auteur sa touche particulière, sa vibration particulière. Chaque écrivain a ses petites habitudes, ses rituels qui aident à entrer dans l'état d'écriture. Quels sont les vôtres, Ketli? Avez-vous des moments ou des lieux privilégiés pour écrire? Bon, avec le temps aujourd'hui, pour moi, le lieu idéal d'écriture, c'est ce qu'on appellerait une résidence d'écriture. C'est-à-dire que le fait de faire une démarche, de solliciter une institution, une fondation, de décider d'une date, etc., tout ça nous prépare à aller vers ce moment où on va un peu s'isoler de son monde familier, de son environnement familier, pour vraiment s'immerger dans un projet d'écriture. Pour moi, je pense que aujourd'hui, c'est la condition, je ne sais pas dire idéale, mais c'est une condition très favorable pour écrire. On va passer 2 mois, 3 mois dans un endroit, que ce soit dans son propre pays, mais il s'agit de se déconnecter, de changer d'ambiance, de changer d'atmosphère et tout ça. On n'a pas les soucis immédiats du quotidien à gérer, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va au supermarché, non. Tout est pris en charge ou bien la majorité de nos besoins sont satisfaits. Donc, on se met vraiment en état d'écriture absolue. Maintenant, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je n'avais pas ce loisir d'avoir accès à des résidences d'écriture, eh bien, j'écrivais dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle condition, parce que quand vous êtes, en cours dans un travail d'écriture et que absorbé, possédé par le besoin de cette narration habitée de vos personnages, eh bien, et je pouvais écrire même en travailleur. J'ai travaillé dans des bureaux, dans des administrations pendant toute une trentaine d'années de ma vie. Et, eh bien, il arrivait que oui, je l'avoue, je vole quelques instants, quelques quarts d'heure, quelques demi-heures à ma journée de travail pour, sur mon ordi, pendant que je compose une lettre, que je compose un mémo, eh bien, j'ai la page de mon roman aussi. En dessous, on peut avoir plusieurs dossiers, documents, comme vous savez, sur votre ordinateur. Et de temps en temps, je fais paraître mon roman et je l'avance. Je dirais même que ce stress-là, en fait, le fait d'avoir la pression du travail, etc., donnait aussi une certaine qualité à ce que je produisais, je pense. Et évidemment, on peut travailler aussi la nuit. Et pour certains auteurs et pour certaines de mes œuvres, oui, j'ai eu à travailler la nuit puisque c'était le seul moment de liberté que j'avais, puisque quand j'étais plus jeune, il y a une vingtaine d'années, il y avait le travail, il y avait la famille, les tâches de mère de famille à remplir, les enfants dont on va s'occuper, les leçons à suivre avec les gosses et après le travail et tout ça. Donc, il ne restait vraiment que la nuit où on pouvait, prendre 1 heure ou 2 pour avancer un projet. Donc, moi, en fait, pour résumer et répondre à ta question, Marconi, je n'ai pas un rituel d'écriture en particulier. Je sais que des auteurs longs, j'ai lu des biographies d'auteurs comme Toni Morrison, par exemple, qui, elle travaillait avant l'aube. Elle se réveillait 3-4 heures du matin et ce sont ces moments de la journée avant que la journée ne paraisse, ces heures vraiment très, très, comment je dirais, très,
très calme, très forte avant le lever du jour, où elle était inspirée, avait beaucoup de force pour travailler. Mais je ne crois pas, moi, et par tempérament, avoir un rituel, mais le besoin d'écrire peut surgir à n'importe quel moment et n'importe où. Et je crois aussi qu'on n'a jamais fini de travailler dans sa tête. Que quand on est sur un projet, eh bien, on y réfléchit, les idées viennent et on prend une petite note rapidement pour ne pas oublier. Donc, on est en état d'écriture aussi dans ces moments-là un peu partout. Merci Ketli. Votre plume est souvent qualifiée de poétique, riche et nuancée. Il y a beaucoup de souffle et beaucoup d'arlettes. Et par exemple, j'ai lu Saison sauvage pendant plusieurs fois. Il faut dire que j'aime bien, j'adore. C'est pour moi l'un des grands romans de la littérature haïtienne contemporaine. Comment vous travaillez votre style? Il faut pas oublier que je suis poète aussi, n'est-ce pas? J'ai commencé, je suis entrée en écriture, en littérature par la poésie. J'ai publié 2 plaquettes de vers à mes débuts qui sont en feu de miel d'abord et seulement et sanglots ensuite. Et depuis lors aussi, j'ai accumulé pas mal de poèmes en créole et en français inédits jusqu'à présent, ou bien qui sont un peu dispersés dans des collections de poèmes, dans des recueils collectifs. Donc, et l'écriture poétique aussi, c'est un élément naturel chez moi. Et il est normal que dans ma prose, on ressente un peu de cette poésie. Et, et je pense que la musique de l'écriture en prose et la profondeur de cette écriture en prose, quand elle est soutenue par une écriture poétique, eh bien, elle a une autre qualité, ça lui donne une autre force, ça lui donne une autre profondeur, ça lui donne une autre beauté aussi. Donc maintenant, la chose, c'est de trouver l'équilibre avec cette écriture poétique pour qu'elle ne submerge pas la prose, pour qu'elle ne devienne, pour qu'on ne soit pas pour que le roman ne soit pas qu'un long poème qui lasserait aussi son lecteur. Donc, il faut avoir des accents poétiques, il faut avoir des moments d'intensité poétique dans certains passages de son livre. Et il faut gérer cette écriture poétique-là aussi, mais elle me vient tout naturellement. Et je pense que c'est les lecteurs, les lectrices apprécient aussi cette intensité poétique qu'on peut mettre dans l'écriture, parce que à ce moment-là, on est touché par 2 fois, d'abord par l'écriture et ensuite par l'histoire elle-même qu'on raconte. Vous avez une œuvre qui s'inspire à la fois, pour moi, de l'intime et de l'histoire, des luttes sociales, de la psychologie des personnages. Où puisez-vous votre inspiration? D'abord, est-ce que vous croyez à l'inspiration? Oui, on puise l'inspiration de tout. Et c'est ça la qualité première de l'écrivain, en fait. Pour moi, son inspiration, eh bien, elle lui vient des choses les plus infimes, des plus apparemment insignifiantes. Et un écrivain, pour moi, d'abord, c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert, et extrêmement curieux. Ouvert, je veux dire, et qui n'a pas de limitation quant à tout ce qui peut faire l'objet de son intérêt littéraire, de son intérêt de création. Je m'explique, je ne vais pas dire que là maintenant, je vis en Floride depuis récemment et je m'intéresse à tout ce qui est nouveau pour moi et sans limitation. Ça va nourrir mon écriture, ça va enrichir mon expérience. Il est vrai que mon intérêt premier, mon inspiration première, c'est mon pays, Haïti, les Haïtiens, la vie, la culture, les traditions, l'histoire, tout ce que Haïti m'a apporté pour ce que je suis, et tout ce, parmi ceux
parmi quoi j'ai grandi. C'est mon, comment dire, ma colonne vertébrale, c'est ce pays. Et maintenant, on s'enrichit à d'autres frottements, on s'enrichit de nos voyages, on est ouvert à tout. Donc, l'inspiration, c'est, voilà, ces Haïtiens que je vois dans mon quartier et qui sont des éboueurs. Ils viennent dans de gros camions avec leur uniforme, avec, voilà, et prendre les boîtes de détritus. Mais c'est une curiosité pour moi d'échanger quelques phrases avec eux, de parler de leur expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Tout peut vous inspirer. Toutes les vies ont une importance. Toutes les vies ont une profondeur, ont une beauté, quel que soit le lieu que vous fréquentez, que votre interlocuteur soit, voilà, un homme parfaitement cultivé ou bien cet homme des rues qui est à peine lettré. Chacun a quelque chose à vous apporter, une expérience de vie, une intelligence du cœur qui est essentielle pour moi comme élément d'humanité, cette intelligence du cœur que je recherche chez l'autre, qui est le point de communion avec l'autre. Donc l'inspiration, eh bien, c'est tout ça. Et puis l'inspiration aussi, c'est d'autres auteurs que je lis qui m'enrichissent aussi. Parce que on peut être en train d'écouter une chanson à la radio et une phrase, un refrain, un couplet, eh bien, m'ouvre un horizon extraordinaire. Je lis un poème et je lis une citation et puis voilà, ça seulement suffit à me faire partir sur une idée, sur un autre poème, sur une page qui peut-être ne sera jamais lue ou restera dans mes archives, mais l'inspiration, c'est ça, c'est ma curiosité, c'est être à l'écoute, être attentif, être empathique, savoir écouter les autres, savoir écouter la nature, savoir écouter la vie. Je pense que il n'y a pas de limite à ce qui peut inspirer un créateur. Est-ce qu'il y a des livres ou des auteurs qui vous ont profondément marqué, qui ont influencé votre façon d'écrire? On sait que vous aimez beaucoup Marie-V Chauvette, Jacques-Stéphane Alexis, ou encore Julio Cortázar. Oui, évidemment. Et les auteurs qu'on a lus, les romans qu'on a lus, et ceux depuis l'adolescence et même avant, et sont nos, comment dire, nos marqueurs. De même que les films qu'on a vus aussi, tout ça, ce sont des choses qui me marquent. Moi, au fur et à mesure, j'ai découvert, je suis allée vers d'autres écritures parce que, bon, mes premiers intérêts étaient les écrivains français qui étaient plus accessibles pour nous en Haïti et que j'ai beaucoup aimé. Mais au fur et à mesure, il faut ouvrir son horizon et c'est comme ça qu'à un certain moment, j'ai décidé que j'allais lire les grands auteurs anglo-saxons, les auteurs américains, et comme Steinbeck, et Les raisins de la colère, et Des hommes et des souris, comme Philippe Roth. Et ensuite, je dis non, mais ça ne suffit pas, je vais découvrir aussi les auteurs de l'Amérique latine, comme Carpentier, comme Cortázar, que j'aime beaucoup, comme Garcia Marquez. Et puis, voilà, j'ai travaillé en Haïti et dans une représentation diplomatique et japonaise et je recevais régulièrement des romans traduits en français ou bien des recueils de nouvelles de la littérature moderne japonaise qui m'a beaucoup plu et beaucoup marqué parce que ces gens-là, ces Japonais, cette population, que l'on voit comme des gens très réservés, assez austères, assez
qui ne s'ouvre pas beaucoup, eh bien, dans cette littérature contemporaine, eh bien, c'est la démesure, c'est un peu de folie. Tout ce qu'ils ne peuvent pas vraiment vivre dans la réalité, eh bien, ils le font dans cette littérature moderne japonaise que j'ai appris à aimer et à apprécier. Donc, oui, et absolument, si l'auteur doit s'enrichir, l'écrivaine doit s'enrichir de toutes sortes de lectures, de bonne littérature qui sont ses maîtres, parce que moi, je n'ai pas appris à écrire. Mes maîtres, c'était tous les livres que j'ai lus. Et mes maîtres aussi, c'était les écrivains que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai échangé et qui, voilà, m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passait à l'intérieur de moi-même. Et c'est un accompagnement indispensable. Tout à fait. Mais Ketli, être écrivain, c'est aussi faire face à des défis. Il y a le syndrome de la page blanche, la discipline quotidienne, les doutes. Comment faites-vous pour surmonter ces obstacles? Moi, personnellement, je ne connais pas. Je n'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. Mais c'est vrai, je n'ai pas connu ce syndrome de la page blanche. Ou bien si je l'ai connu, cela a été très bref parce que j'ai compris deux choses très vite. Parce que j'ai commencé à écrire assez tard. J'ai commencé à écrire dans la trentaine. Donc, ça veut dire que j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de comprendre ce qui s'est passé en moi. J'ai pris le temps de comprendre ce besoin de m'exprimer par l'écriture qui était une constante et qui devenait tranquillement une passion exigeante. Ça, j'en ai été sûre. Et le jour où, vers 32, 33 ans, j'ai décidé que j'allais écrire, j'ai aussi décidé que je ne m'arrêterais plus. De ça, j'étais sûre. J'avais cette conviction. Je n'avais plus de doute. Maintenant, une autre chose aussi dont je suis sûre, c'est que oui, il arrive que pendant qu'on écrit, on a un passage à vide, on est fatigué, les idées ne viennent pas. C'est peut-être ce qu'on appelle la page blanche. Il faut juste arrêter à ce moment-là et ne pas avoir peur. Oui, j'ai eu peur une ou deux fois, quelques fois, mais j'ai fini par comprendre que ce moment-là était aussi un moment dans l'écriture, dans le processus d'écriture. Il faut l'accepter, ne pas paniquer et se dire que voilà, et ma tête a besoin de se rafraîchir à autre chose, j'ai besoin de déposer cette page, d'aller faire une promenade, d'aller rencontrer des amis, d'aller m'amuser ou bien tout simplement de continuer ma routine de vie et de m'éloigner un peu de ce projet-là. Et bien, quand on y retourne, que ce soit dans quelques jours ou dans quelques semaines, eh bien, on est surpris soi-même de voir, eh bien, que les idées viennent rapidement, elles surgissent et on trouve des choses originales à dire. L'histoire prend un autre rythme, un autre élan. Et donc, il ne fallait tout simplement pas paniquer. Et je vais dire mieux, il arrive même, moi, par exemple, j'ai repris après près de 3 ans, un projet de roman que j'avais laissé en plan, que j'avais presque oublié. Eh bien, je l'avais bien avancé depuis ces quelques années-là. Et puis, je le retrouve, et dernièrement, ça fait peut-être 3 ou 4 mois, je le reprends, je dis, mais tiens, c'était beau, c'était fort, cette écriture. Et je retombe exactement dans ce texte comme si je ne l'avais laissé qu'il y a quelques semaines. Et j'y ai travaillé, je l'ai avancé, je l'ai peaufiné et j'en ai fait un petit roman dont je suis très satisfaite. Donc, ça veut dire que le syndrome de la page blanche, ça fait peur, mais en fait, si on est un écrivain convaincu de ce qu'on est, eh bien, ça ne devrait pas poser problème. C'est juste un moment, une parenthèse, un intermède dont on a besoin. C'est reculer pour mieux sauter, c'est tout. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui nous écoute, qui souhaite se lancer dans l'écriture, mais qui hésite encore, qui a des doutes? Eh bien, les doutes sont les bienvenus. C'est le doute en création, je pense, c'est un signe d'abord d'humilité
Et aussi, si on doute, c'est que déjà, on en a envie. On ne peut pas douter de quelque chose dont on n'a pas envie. Et maintenant, il y a des gens qui écrivent par plaisir comme ça pour se défouler. C'est une bonne chose d'écrire. Moi, j'ai souvent écrit mes rêves. Quand je rêve et que il y a un rêve qui m'a particulièrement impressionné, frappé, eh bien, le lendemain matin, je me lève et j'écris ce dont je me souviens de ce rêve. Et ce rêve-là peut être le commencement d'une histoire. Parce que les rêves, c'est un univers tellement bizarre, tellement particulier, tellement apparemment incohérent, bien qu'ils ont leur logique. Donc, on peut prendre cette habitude, par exemple, d'écrire ses rêves et d'en faire des histoires. Maintenant, on peut aussi décider, et moi, je me rappelle, au début, je prenais le clavier de mon ordinateur et j'écrivais n'importe quoi qui me passait par la tête, mais absolument n'importe quoi. Et même si j'écris justement sur ce clavier, mais rien ne me vient. Ça, là, je me cite, rien ne me vient, je n'ai rien à dire, je suis là sur mon clavier, les mots ne me viennent pas. Mais là, vous êtes en train d'écrire. Vous êtes en train d'écrire que vous ne pouvez pas écrire. Et c'est quelque chose que vous écrivez. C'est quelque chose que vous commencez. Donc, il ne faut pas avoir peur d'écrire et penser que je dois être bien parfumée, je dois être bien maquillée, je dois être dans telle situation, je dois attendre tel jour. Non! On le fait ou on ne le fait pas. Donc, moi, je dis à ceux qui voudraient écrire, bien, allez-y, tout simplement. Et ne vous jugez pas dès le départ. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Maintenant, est-ce que tous ceux qui se mettent à écrire seront des écrivains ou des grands écrivains? Eh bien, je pense qu'il y a un ratio tout simplement qui est universel. Et on n'est pas tous nés écrivains. Il y en a qui vont taquiner la muse et puis après quelques mois ou quelques années, ils laissent tomber, ils passent à autre chose dans leur vie. Et puis il y en a qui vont, patiemment, délibérément continuer parce que c'est un feu qui brûle en eux, c'est une passion qui est plus forte que tout. Donc, on ne sait pas au départ qui on est. Il faut bien commencer et essayer pour voir jusqu'où on va arriver. Mais il faut commencer, tout simplement. Merci. Voilà, c'est sur cette phrase qu'on met fin à cette émission et continue à écrire. Merci, Ketli. À bientôt. Merci, Marconi. Avec plaisir.